j'ai touché, mais vraiment du bout des doigts, ce que j'appelle l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour de ce que nous sommes. Parce que l'amour, c'est nous, en fait, individuellement, dans le collectif. Et le collectif, c'est le tout. Il y a toujours eu que l'amour pour l'amour, et on est venu faire l'expérience de l'amour de qui nous sommes. Et on s'est rendu compte que l'amour était tout doux, tout simple. Là, c'était calme. Et c'est plutôt tout ce qui nous éloignait de l'amour qu'on a appris à repérer, à reconnaître. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Le mardi, Nadia El Bouga est avec nous. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Nous recevons ce matin un couple d'accompagnateurs. Je ne sais pas s'ils vont accepter cette appellation. Anissa est avec nous. Bonjour Anissa. Bonjour. Vous êtes fondatrice des Artisanes. Yes. Les Artisanes, c'est une aventure humaine. On en parlera tout à l'heure. Et vous êtes venu avec Jairo. Bonjour Jairo. Bonjour à tous. Et vous êtes créateur de Virilité Saine. Alors on verra aussi ce que c'est que la virilité saine ce matin. Mais j'ai appris une expression en lisant votre livre, c'est la bucket list. Qu'est-ce que c'est qu'une bucket list ? Bucket list, ouais. Et à quel âge est-ce que vous avez terminé de dresser et de faire votre bucket list, Géraud ? Bucket list, ouais. Franchement, c'est pendant l'adolescence. C'était tous mes rêves de gamin. Une bucket list, c'était vraiment la liste de ce que je rêvais de faire, de vivre comme expérience, les gens que je voulais rencontrer. Avant de mourir. Avant 30 ans. Ah, oui, mais la bucket list, c'est tout ce que je veux réaliser avant de mourir. Ouais, parce que pour moi, jusqu'à 30 ans, c'était le palier magique où je devais absolument avoir fait tout ça. Et après, je verrais si je me mettais dans une famille, si je m'engageais, etc. Et c'était mon challenge d'enfant, en fait, de jeune garçon. C'est un peu comme une to-do list, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais effectivement, Nadia, il y a un film qui est d'ailleurs avec Morgan Freeman et tu l'as vu peut-être ? Non. Avec Morgan Freeman qui parle de ça, où ce sont deux hommes qui, avant de mourir, décident de faire les dernières choses les plus folles. Et je m'étais promis ça avant 30 ans. Voilà. Et vous aviez déjà tout fait avant 30 ans ? De ma liste, oui. Oui. Ma liste, oui. Donc vous avez refait une bucket list ? Après, j'ai laissé faire. J'ai abdiqué. D'accord. J'ai abdiqué. Après, c'est la bucket list Après, c'est de la divine. Voilà. Exactement, c'est la bucket list divine. L'univers, ouais. Alors, vous publiez L'Enfer n'existe pas, c'est vous qui le créez chez Mindset Édition, ça ne s'invente pas. C'est un récit initiatique écrit avec Julie Dénès. Alors, il y a un livre dans le livre, en fait. Ouais. Combien il y a de livres, en fait, dans votre livre ? Plusieurs, ouais. Clairement. Il y a des tiroirs. Oui. C'est le livre dans le livre du grand livre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est un livre en fait qui est très facile à lire, je pense, en tout cas des retours qu'on en a, qui est très accessible, donc ça nous correspond bien. Et en même temps, il y a plein de subtilités dedans. Le message est simple mais grand. En tout cas, c'est l'idée de la transmission qu'on a voulu faire. L'enfer n'existe pas, ça part d'une phrase que vous avez dite, Géraud ? C'est ça, ouais. Mais c'était quoi la vraie phrase, la phrase complète ? C'était ça. Ça sert à rien de. Moi, je m'en souviens, si tu veux, parce que c'est moi qui l'ai reçu. C'était plus, de toute façon, l'enfer et le paradis n'existent pas. C'était vraiment ça. C'était parce que moi, je lui parlais, je lui disais que j'étais en pleine culpabilité sur ma vie. Et je lui disais, mais tu comprends, si je fais ça, je vais aller en enfer. Et puis il était très agacé parce qu'il était pressé de me donner une information pépite, ce qui allait changer ma vie. Et il m'a dit, de toute façon, l'enfer et le paradis n'existent pas. Bon, je te laisse, j'ai des courses à faire. C'était un peu ça. Un peu le personnage de l'époque. Bon, est-ce que vous avez réussi à répondre à des questions essentielles ? Bon, c'est quoi l'amour ? Oui, clairement. En tout cas, j'ai compris ce que n'était pas l'amour. Ça, c'est sûr. Et je peux dire, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, j'ai touché, mais vraiment du bout des doigts, de très très loin, en fait, ce que j'appelle l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour de ce que nous sommes. C'est-à-dire parce que l'amour, c'est nous, en fait, individuellement, dans le collectif. Et le collectif, c'est le tout. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu que l'amour pour l'amour, et on est venu faire l'expérience de l'amour de qui nous sommes. Et c'est la grande question, effectivement, qui m'a animée toute ma vie, qui continue à m'animer. Et tout le travail, en tout cas, que je fais aujourd'hui, c'est d'aller dans ce sens-là. Et non pas quelque chose au loin qu'il faut atteindre, où il faut travailler, etc. Et on s'est rendu compte que l'amour était tout doux, tout simple. Là, c'était calme. Et c'est plutôt tout ce qui nous éloignait de l'amour qu'on a appris à repérer, à reconnaître. D'où la gestion de travailler sur nos émotions, l'ego, sur la façon dont on parlait, la façon dont on aimait, dont on voulait être aimé, et ce qu'on mettait aussi derrière l'amour. Comment nous avions été aimés. Alors le but, c'est pas de casser du sucre sur les parents, ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, mais voir comment j'avais été aimé, qu'est-ce que je reproduisais, et toute ma fantasmagorie. Qu'est-ce que je projetais sur le couple, qu'est-ce que je croyais qu'était un couple,
Et ça a été un travail de déconstruction qu'on a fait ensemble et qui était un peu rock'n'roll. Ça, c'est clair. Bon, comment est-ce que vous ne vous êtes pas rencontrés sur un site de rencontre ? Bon, c'est dans le livre, c'est vrai qu'on raconte toute la rencontre a été très importante parce qu'elle montre aussi à quel point il y avait ces résistances-là. Parce que moi, bon, ça fera l'objet peut-être d'un autre livre où j'en parle beaucoup aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. J'ai rencontré à près de 200 hommes en 18 mois avant de rencontrer Géraud. Parce que justement, je faisais une expérience sur moi-même. Je voulais savoir, parce que j'avais déjà été divorcée une première fois, je voulais savoir ce qu'était l'amour et quel était l'homme en fait qui me conviendrait, puisque j'avais fait une psychothérapie et j'avais vu qu'en fait je cherchais mon père à travers l'homme que je cherchais. Donc comme j'avais déjà un père, c'était perdu d'avance. Et le jour où effectivement perdu en langage des oiseaux. Absolument. Et retrouver ses repères aussi. Et du coup, c'est vrai que ce jour où je dois me désinscrire, parce que j'étais au bout du bout, j'allais prendre effectivement des anxiolytiques. À votre retour de New York Non, c'était Los Angeles. Los Angeles, pardon, aux États-Unis, absolument, où j'avais vécu un enfer là-bas. Et à mon retour, j'arrête. De toute façon, je vais pas bien. Je suis dépressive. On me l'a dit, donc je vais croire ceux qui me le disent. Mais je pense qu'ils avaient raison à l'époque. Et dans leur perception, leur perception. Mais avec du recul, on voit plus les choses de la même façon. Complètement. Et c'est vrai que les sites de rencontres, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué parce que je trouvais ça intéressant puisqu'il n'y avait pas de rencontre frontale. Et donc, c'est vrai que comment on s'est rencontrés avec Géraud, c'était une étude de marché, voilà, c'est ça. Je peux faire mon marché et je peux prendre ce que je crois être bon pour moi. Et c'est vrai que quand je voulais me désinscrire ce jour-là, au bout du bout, en mode, de toute façon, demain, je vais aller prendre des anxiolytiques, c'est la fin. Et c'est là où on s'est parlé. Et c'est là où on s'est parlé et j'ai été dans cette vulnérabilité. On s'est parlé pendant 3 heures, quand même. Et où il m'a dit, écoute, mais en fait, tu vas très bien. C'est juste que t'es pas entouré des bonnes personnes et que tu sais pas, en fait, c'est tout. Donc, ça a été vraiment la personne qui m'a sauvé ma vie, quoi. Et qui a fait que vous n'avez pas pris d'anxiolytiques à ce moment-là. Comment est-ce quand on est belle, jeune, riche et jolie, on va sur les sites de rencontres finalement ? Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous inscrire sur des sites de rencontres pour rencontrer des hommes ? Ah oui, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu le profil des femmes que j'accompagne. Hein. Elles ont réussi leur carrière, elles ont fait de grandes études, elles sont intelligentes, elles sont belles. Mais émotionnellement, ça va pas du tout. Entre ce qu'elle montre de la femme forte et moi, quand je les reçois en privé, il y a un monde. Et de ce qu'on montre et de ce qu'on est véritablement, ça va pas du tout. Moi, je dis souvent qu'on est fucked up émotionnellement. Vraiment, on est fucked up. On est complètement à la ramasse émotionnellement. C'est un grand fléau parce que de ce qu'on montre et de ce qu'on est, il y a une grande différence. Donc c'est vrai que moi j'avais ce besoin-là parce que quand j'arrivais, alors il faut savoir que j'arrivais avec ma panoplie, j'étais brushingée, bien habillée, j'arrivais en 4x4. Alors brushingée, vous êtes très frisée là aujourd'hui. Voilà, je suis revenue au naturel. Oui, vous aviez une pince qui... cheveux lissés. Voilà. Lissés, en mode pin-up, vous disiez. En mode pin-up, Walking girl élégante, voilà. Talons fuchsia. J'avais des talons fuchsia, j'avais des robes sexy, tout ça et tout, parce que j'avais une idée de ce que je croyais que les hommes aimeraient. Et donc, en plus, j'arrivais très sûre de moi. J'avais un gros 4x4, un gros poste dans une grosse banque. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'envoie du lourd. Donc, voilà. Sauf qu'à l'intérieur, je rentrais chez moi, je me ramassais à la petite cuillère. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes comme ça et ça marchait pas. Je veux dire, j'avais beau tout faire comme il fallait dans les livres, cocher des cases, et ça marchait pas. Et c'est là où je me suis dit, le problème, c'est moi, quoi. Mais vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, vous avez parlé 3 heures, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. On peut pas dire que ça a été, ça s'est pas concrétisé tout de suite. De façon très fluide. Non, c'est clair. Ça a pris, c'est ce qu'on raconte dans le livre. Ça a pris quand même pas mal de temps. Et puis après, il y a eu forcément le rôle des synchronicités, des rencontres qui se faisaient encore et encore. On se recroisait. Ce jour, on a eu une petite histoire qui n'a pas marché. Alors moi, j'étais clairement un rustre. J'étais un goujat. Pour pas dire autre chose. J'étais un goujat, mais j'étais... Un viril pas très sain. Mais j'étais honnête avec moi-même. Oui. Et je regrette, si c'était à refaire, je le referais pareil, parce que c'était le cheminement qu'on devait suivre, elle et moi. Elle était en représentation, moi-même j'étais en représentation, et nos personnages devaient laisser place à quelque chose de plus vrai. Et ça, on a mis près de 2 ans, et on le travaille encore, on a mis près de 2 ans à l'explorer. Pour faire tomber les masques, oui. Mais il fallait faire tomber les masques. Moi, je m'étais mis dans le truc au bout du bout, et j'étais un petit peu le salopard de service, quoi. Et
En même temps, c'était aussi la même armure de la pin-up. Vous aviez l'armure du goujat, oui. C'est la même chose, exactement. Qui s'attire souvent d'ailleurs. Et qui s'attire et qui se reconnaît souvent. C'est pas un hasard. On a vu tellement de. On est vraiment des algorithmes en fait. Son frère dit souvent oui, de toute façon on n'est que des Sims, un peu. Ouais, c'est vrai que on a toujours les mêmes algorithmes qui se retrouvent. C'est pour ça qu'on appelle ça le matching. Aussi. Oui, non, si on parle d'algorithme, en fait, aujourd'hui, le système Absolument. de matching sur les sites de rencontres, c'est de faire se rencontrer des gens qui pourraient matcher ensemble. Absolument, mais c'est la force des algorithmes qui nous montre à quel point nous sommes nous-mêmes des algorithmes. Oui. Et qu'il y a tout un tas de. Il y a eu des séries, il y a eu des films qui sont faits là-dessus, et je trouve ça passionnant. Et on est aussi au-delà de tout ça. Après, à une différence près dans votre rencontre, c'est que vous aviez un train d'avance par rapport à Anissa, puisque, visiblement, de ce que j'ai compris de votre histoire, vous étiez déjà dans cette démarche de synchronicité et de signes. Absolument. Parce que quand Anissa arrive lors d'un rendez-vous, il me semble peut-être le premier... Avec un livre de Khalil Gibran. Voilà, emballé d'une certaine manière. C'est ça. Donc à la japonaise. Mais est-ce que c'était le prophète? Non, parce que c'est ça qui m'a étonné. Inspiré, c'était une citation de Khalil Gibran. Oui. Mais c'est un livre de calligraphie. Ouais. Alors la synchronicité, qui a plein de synchronicité dedans, c'est que, donc pour la petite histoire quand même, vous le lirez dans le livre, mais c'est que ce livre, je l'ai acheté donc 6 mois avant de rencontrer Géraud, dans une espèce de braderie. Je l'ai acheté 5 €, mais il était magnifique. Et la pensée qui est venue, c'est achète-le, tu l'offriras à quelqu'un vraiment de particulier. Et je l'ai posé sur une étagère et je l'ai laissé là. Il a pris la poussière. Et quand j'ai parlé avec Géraud, on n'a pas du tout parlé de Khalil Gibran. On ne parlait pas de calligraphie. Je n'étais pas dans la peinture, encore moins dans la calligraphie, quand j'ai acheté ce livre-là. Et quand je le rencontre, effectivement, ma mère avait l'habitude de faire les paquets cadeaux avec des foulards. Parce que il y a un côté élégant qu'elle aime bien. Et donc, je lui amène ça comme ça. Donc, ça lui a rappelé le Japon. C'est furoshiki en japonais. Voilà. Furoshiki, exactement. Parce que toi, tu as vécu 8 ans au Japon. Donc, et ça, vous ne le saviez pas, évidemment. Ah non, moi, je ne savais rien de ça. En fait, on n'a pas eu cette relation. Et vous ne saviez pas qu'il était fan de Khalil Gibran. Il n'y a même pas de séduction entre nous au début. Il y a eu vraiment ce rendez-vous de 3 heures. Et pour moi, on avait vécu un moment waouh. Après, on pouvait déjeuner ensemble et plus si affinité. Mais voilà. Chercher quand même. Et oui, bien sûr, évidemment. S'il y a vu une synchronicité et des signes, ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Il y a quelque part quelque chose à opérer. Parce que pour moi, en plus, Anissa disait clairement, non mais moi je lis pas, je connais pas rien à l'art, on n'avait pas les mêmes références. Je dis mais on va pas aller loin. Je vois pas ce que je peux faire avec elle. Par contre, elle avait une intelligence émotionnelle et c'est la première qui m'appelait, qui chantait sur mon répondeur. Je dis mais c'est quoi cette femme? Elle ose quoi, elle y va quoi. Et surtout, elle me jugeait pas. Et ça, c'était important. Alors que moi, je trouve que je la jugeais paradoxalement. Et j'étais beaucoup dans le mental, j'ai fait ça, je connais ça. Donc oui, au Japon, j'ai découvert le soufisme. J'ai été accompagné 2 ans et demi par une... Ce qui est fou, parce qu'au Japon, en général, on découvre pas tout de suite le soufisme. Tout l'inverse. On découvre plus le zen que le soufisme. Bon, en même temps, il y a des ponts. Et l'Indonésie au Japon aussi, il faut le faire quand même. Exact, le Japon, c'était un terrain de jeu, parce que tout le monde me dit, ah ouais, mais au Japon, tu dois être fan. Pas du tout. Je sais pas ce que je foutais là-bas. En tout cas, j'y étais. C'était un terrain neutre. Personne ne me connaissait. Mon père était mourant. Ma famille voulait pas me voir. Il me restait que ma mère. Le Japon, c'était un grand terrain neutre à explorer. Et complètement inconnu. Et complètement inconnu. On me connaissait pas et j'étais tranquille. Et effectivement, je croise la Tariqa Naqshbandiya à Tokyo. À Tokyo, oui. Mais qui est une tarira indonésienne. Oui, en fait, d'Asie centrale à la base, mais la plus grosse représentation est en Indonésie. C'est la Tariqa officielle. C'est mon terrain de jeu, moi, l'Indonésie. Chacun son terrain de jeu. Et je faisais du pencak silat indonésien et alors, il faut expliquer aux gens ce que c'est. Oui. Alors, le pencak silat, c'est un art martial type self-défense, donc qui est indo-malaisien. Et on travaillait beaucoup. Donc moi j'étais avec un spécialiste. C'est très chorégraphié, c'est super en plus. Ouais, alors il y a plusieurs versions. Nous, on préparait les championnats. Après, je me suis retrouvé 1 an et demi au championnat du monde à Anvers. Je connaissais même pas les règles officielles. Et on avait donc on représentait. L'anecdote quand même, c'est qu'avec mon meilleur ami à l'époque, qui est toujours mon meilleur ami, c'est un grand Sénégalais. Et moi, blanc, crâne rasé avec la barbe, on représentait le Japon. Donc les délégations disaient, mais vous êtes le Japon? Oui, tout à fait. Konnichiwa. On est le Japon du Sud. C'est ça. Il y a des îles au Sud. C'est ça. On est des Aïnou au reflet. Voilà Nadia, et nous recevons aujourd'hui un couple d'accompagnateurs, Anissa qui est fondatrice des Artisanes et Géraud qui est créateur de Virilité Saine, tous les deux pour nous parler d'un livre qui s'appelle L'Enfer n'existe pas. C'est vous qui le créez chez Mindset
éditions. Et il y a un secret dans votre livre. Alors, on ne va pas dévoiler le secret. Ouais, il faut aller jusqu'au bout. Toujours le un découvrir. secret c'est un livre et un parcours initiatique. Géraud, vous allez et vous parlez dans le livre d'une légende kabyle. Jamais entendu parler de ça. Alors jamais la princesse Lalaoum. Lalaoum et Ali Betchin. Ali Betchin qui est beaucoup plus connu, Ali Betchin. Ali Betchin, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu avoir quelques infos sur Lalaoum. Et c'est vrai que c'était en faisant des recherches on préparait une exposition en fait, et en faisant des recherches, on s'est dit tiens, on va peut-être faire un truc. Géraud avait eu l'idée de Street Bedouin, ça me parlait bien. Et on va faire des recherches sur Lalaoum. C'est qui Lalaoum? Moi, c'est le prénom de ma grand-mère, donc c'est mon deuxième prénom, c'est mon nom d'artiste. Mais c'est un ha ou c'est un ha? C'est Lalaoum, Lalaoum. Lalaoum. Donc c'est vraiment celle qui guide quoi quelque part, ou celle qui. Lalaoum, c'est leur Lalla en fait. C'est ça que j'entends. Oui, c'est exactement ça. Les prénoms indiquaient bien aussi la fonction. Oui. Quand je m'appelle Anissa Lalaoum, j'en parle beaucoup. Ça donnait déjà une idée de ce que j'allais faire dans cette vie en termes de mission. Sauf que vous êtes Anissa Lalaouna. Puisque vous travaillez avec les femmes. On commence à conjuguer. C'est l'Allahoum quand même, parce que ma vocation, je pense, dans cette vie, c'est en tout cas être en lien avec les âmes. Et c'est vrai que là, j'accompagne les femmes parce que c'est un besoin personnel qui s'est révélé à moi d'aller me découvrir en tant que femme. Donc, il n'y a pas de notion de genre et on accompagnait les âmes à la base. Donc, c'est pour ça que c'est bien juste le Lalahoum. Pour la petite histoire, on était avec un de nos amis et mentors, donc Marc Sayankov. Qui est dans le livre d'ailleurs. Dont on parle dans le livre, qui est... Le grand sage. Oui, le grand sage. D'ailleurs, il fait penser un petit peu. Oui, 50 ans de pratique. Ouais, vous lui ressemblez beaucoup, physiquement. Le grand sage conteur. Ouais. Oui. Et on est dans le salon, et puis donc on prépare cette exposition. Donc on travaille beaucoup sur la calligraphie abstraite de Anissa. Et puis donc on a une amie journaliste algérienne qui nous dit j'ai trouvé quelqu'un des historiens, et elle nous trouve tout un tas de déroulés. Donc Ali Betchin, en fait, c'était Ali Piccinini, c'était un Italien d'origine italienne. Et puis plus on tisse, et plus je vois les deux, là, Marc et Anissa. Attends, il était d'origine italienne, il était connecté à la Grande Porte à Istanbul. Donc c'était vraiment autant. Et moi, mon pseudonyme, c'était toujours le janissaire. Donc les janissaires, c'était les enfants chrétiens prélevés par les Turcs, les Ottomans, etc., ramenés à Istanbul. Et on connecte comme ça. À 12 ans, il était converti à l'islam par un raïs algérien. Et moi, à 12 ans, j'étais voir ma mère, je dis bon, je sais pas d'où ça sort. Il y a de grandes chances que je devienne musulman. Reste tranquille. Je peux avoir des pâtes, s'il te plaît. Et ma mère a dit ok. Et Anissa dit mais il y a beaucoup de similitudes quand même. Et là j'explose, je fais non, ça fait pas 400 ans que je me la tape comme ça n'en peut plus moi. Parce qu'à l'époque ils voulaient pas accepter notre je refusais plein pot. Avec elle, je suis à tes côtés, on lance la peinture, on fait tout ça, mais quand je devrais y aller, j'irai. Et je refusais absolument, et j'avais plus de bucket list. Et là, ce qui arrivait devant moi, c'est ce que je craignais, la paternité, la famille, la stabilité. Comme on dit toujours, c'est ce qui était bon pour moi, mais c'est pas ce que je voulais. Et là, c'est là où le grand sage vous dit, bon, soldez votre histoire après 400 ans. En tout cas, on s'intéressait à la réincarnation, on s'intéressait au multivers, à plein de choses, parce que de toute façon, comme j'étais en burn-out total, que j'avais plus d'issue, pareil. On était un peu en mode foutu pour foutu tous les deux, dans donc croyances. Il fallait qu'on tienne bon, parce qu'il y avait quand même des enfants dans l'histoire. Moi, j'avais le grand là qui il fallait tenir le coup quand même pour lui, mais on savait pas où aller, donc on s'accrochait à tout ce qui se présentait. Et c'est vrai que quand Lalaoum est arrivée, je me suis dit ok, je vais en savoir un peu plus sur cette femme qui est donc une princesse berbère, donc qui était la femme donc de Ali Betchin, qui est très connue puisque c'était l'un des hommes les plus riches d'Alger à l'époque. C'était au XVIIe siècle, si je me trompe pas. Et donc la seule chose qu'on sait sur cette femme, c'était la fille donc du roi des coucous. Donc effectivement, donc elle est berbère. Un clan kabyle, voilà. Et on connaît quand même cette phrase célèbre de leur rencontre, c'est quand même très romantique, puisque dès qu'il va la voir, il va tomber amoureux d'elle. Bon, ça je l'ai gardé bien sûr, parce qu'il s'est gardé d'en parler cette partie-là. Et donc dès qu'il l'a vue, il est tombé fou amoureux d'elle, et lui a dit épousez-moi, et elle a dit non, et puis il lui a dit je vous offre toutes mes richesses, parce que c'était l'homme le plus riche d'Alger quand même, et elle lui a dit je n'ai que faire de vos richesses, si vous voulez me prouver votre amour, érigez-moi une mosquée. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que je me suis vraiment connectée à l'Allahoum, que je sois l'Allahoum ou pas d'une autre vie, ou que ça soit juste un signe comme ça, le fait qu'elle mette en place cette spiritualité, qu'elle tente ça, elle a même construit des commerces autour de cette mosquée. La mosquée existe toujours. Elle existe toujours, elle a été réhabilitée il y a quelques années. Alors elle est où la mosquée? Elle est à Bab el-Oued. Voilà, elle a été réhabilitée il y a 4 ans ou 5 ans, au moment où on découvre l'histoire. Je crois qu'on a même rencontré l'architecte en Italie. Je crois, il était là, parce qu'il y a un livre qui a été écrit au même moment
sur l'histoire de l'Alahoum et d'Ali Bechin. Par un Italien qui vient de Massa, donc qui est le petit village toscan de Ali Bechin. Donc on a été dans les collines, là d'où il vient, et on a été invité à la première de la pièce de théâtre qui raconte la rencontre d'Ali Bechin et l'Alahoum. Un peu comme on était en conférence de presse. Les gens nous disent, vous êtes qui? Un peu espèce d'ersatz. C'était l'Alahoum et Ali Bechin. Et j'ai rencontré la descendante de l'Alahoum. Et ça, c'était. Il y avait des synchronicités aussi assez importantes. Et c'est vrai que c'est là où on se dit, ok, il y a une vérité. Je sais pas quelle est cette vérité. Je vais pas plaquer un nom dessus, réincarnation, etc. et tout. Mais il y a une vérité. Et je sais que je suis connectée à cette personne-là, à cette énergie-là de l'Alahoum. Et il y a une œuvre qui demande à être parfaite. Et quand je dis parfaite, c'est dans le sens à parfaire. Et c'est vrai que l'Alahoum, moi, je me reconnais beaucoup dans son œuvre. Et le peu que je sais d'elle me suffit pour me dire, ok, je sais ce que je suis venue faire dans cette vie, parce que c'est des indicateurs aussi sur la fameuse mission de vie. Je sais que je suis venue accompagner parce que tout à coup, l'essence était claire. Il y a beaucoup de signes quand même. Il y a beaucoup de signes. Même moi qui étais de mauvaise volonté des fois, il y a quand même beaucoup de signes. Et donc, Ali Bechin a érigé une mosquée pour l'Alahoum. Jaro a érigé quoi, une yourte pour Anissa? Alors, il l'a pas érigé tout seul. J'ai failli mourir plusieurs fois en construisant cette yourte. Bon, on est en 2021, donc les femmes y mettent maintenant la main à la pâte. Et c'est Marc justement qui disait, je lui disais, c'est une souffrance de construire cette yourte pour notre mariage, puisqu'on a construit une yourte pour notre mariage, pour se marier dedans. Et il a dit. Il faut expliquer à tout le monde ce que c'est qu'une yourte. Hein. Oui, je connaissais pas avant notre mariage. Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il faut expliquer à tout le monde ce que c'est qu'une yourte, puisque vous habitez et vous vivez dans une yourte. Alors non, on n'habite pas dedans. Vous travaillez là-bas. On reçoit dedans uniquement certaines personnalités parce que c'est un lieu qui est secret, donc c'est pas tout le monde qui a accès à cette yourte. Le sanctuaire d'Orumi. Le sanctuaire d'Orumi. Le sanctuaire d'Orumi, donc en fait les yourtes sont c'est un type de temple avec une armature en bois. On reste en Asie. Traditionnelle, d'Asie centrale, mais il y en avait en Turquie, toute l'Asie centrale. Et en fait, on en a créé une qui n'existe pas vraiment, parce qu'on a mis deux ensemble. Et on a fait une décoration hyper minimale, ottoman chic. Donc on est dans quelque chose d'assez féerique. Qu'on peut voir d'ailleurs sur votre site. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est sur un autre site, c'est celui où on reçoit les gens qui ont envie de faire des retraites spirituelles et autres. Ça s'appelle l'écran d'Orumi. Et c'est vrai que là, on est plus dans l'introspection. On a beaucoup d'entrepreneurs, de célébrités, de personnalités qui viennent là parce qu'elles savent qu'elles viennent sans masque, sans jugement, et travailler sur ce qui doit être travaillé en termes d'âme. On va vraiment travailler d'autres sphères là. Donc après, sinon, on est beaucoup plus sur nos groupes. On travaille beaucoup à distance parce que les gens travaillent avec nous un petit peu partout dans le monde. Donc les yourtes, ce sont des habitats nomades mongols. On en a construit une pour notre mariage. Et en fait, c'était pas du tout prévu de construire une yourte. C'est juste qu'on s'est acharné pendant plusieurs mois à trouver qu'est-ce qu'on allait construire. Et à un moment donné, je suis assise dans le salon. On est un mois et demi du mariage. Les gens viennent du monde entier. D'accord, pour notre mariage, on est 70. On va se marier dans notre jardin parce que les gens avaient l'habitude de venir chez nous déjà pour se confier alors qu'on n'était pas encore accompagnants. Donc c'était déjà là en fait. Et quand je suis dans le salon, on est un peu désespérés. Et puis d'un coup, il y a un mot, c'est va regarder les yourtes. Alors que moi, parce que bon, à force maintenant j'ai compris que j'étais clairaudiente, je reçois cette info. Claire quoi ? Clairaudiente, c'est comme de la clairvoyance, sauf que moi c'est par l'audition. Parce qu'on a tous, voilà. on a tous ça, mais on le développe différemment. Il n'y a pas de... Donc il y a eu cette info, va regarder les yourtes. Enfin, vous avez toujours été clairaudiente, mais maintenant vous entendez, vous écoutez les messages. Oui, ce que vous ne faisiez pas avant. Il y a eu la médiumnité avec les tableaux, c'est comme ça que ça s'est révélé, on en parle dans le livre. Un tableau, c'est un médium. Donc les signes sont toujours là, en fait. Sauf que dans la culture dans laquelle j'ai baigné, je suis d'origine algérienne, de confession musulmane de naissance, c'est vrai que c'est pas des sujets qu'on aborde, alors que je le sais aujourd'hui parce que bon, je travaille sur le tatouage berbère, je travaille sur l'identité, les ancêtres et autres. C'est pas vrai. En fait, dès qu'on commence, moi dans mes groupes, dès que j'accompagne, parce que j'en accompagne beaucoup aussi qui sont d'origine maghrébine, dès qu'on commence un peu à gratter, elle dit oui, c'est vrai, ma grand-mère était guérisseuse. Oui, c'est vrai, ma grand-mère était médium, mais personne n'en parle. C'est tabou, alors que tout le monde le sait. Donc moi maintenant, c'est vrai que j'en parle ouvertement parce que c'est des capacités qu'on a tous. Faut arrêter dans la fantasmagorie du truc. Des êtres rares, etc. Voilà. On a tous accès à ça. Pas exceptionnel. C'est juste l'attention qu'on veut mettre. Certains y auront accès par une maladie, un burn-out, une dépression, un fait dans leur vie, et ils vont être connectés à ça. Mais on a tous accès à ça. Il n'y a pas d'êtres spéciaux. On n'est pas différents, on n'est pas spéciaux. On n'a rien de particulier, si ce n'est que on était au bout de nos systèmes et on pouvait que plonger. C'était voilà.
À un moment donné, vous vous autorisez finalement à... On ne s'autorise pas, on y est forcé. Faut arrêter. Je m'autorise, non, les gens qu'on reçoit, ils en peuvent plus de leur système, ils sont au bout du bout. Quand tu as divorcé, que tu es passé... Parce qu'un divorce, c'est un trauma. Une maladie, c'est un trauma. À un moment donné, quand tu es licencié, c'est un trauma. Chacun le vivra. Quand tu as un décès, c'est un trauma. Et là, en fait, c'est des cadeaux de la vie. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? On est juste venu faire l'expérience de nous-mêmes. C'est un sacré cadeau. Et à un moment donné, soit j'y vais en douceur, soit j'y vais dans la douleur. Les 3/4 du temps, on y va dans la douleur, malheureusement. Enfin, ceci dit, vous avez tenu 15 ans dans un univers qui ne vous plaisait pas. Non. Ouais, mais vous savez, pourquoi cet acharnement en 15 ans ? C'est quand même long, vous avez fait carrière. Ça va encore, 15 ans, je trouve que je m'en sors bien. Moi, j'avais des collègues, ça faisait 40 ans, 50 ans, ils ont fait 15 burn-out, ils ont des ulcères, et ils sont toujours là. On les a mis au placard, et ils comprennent pas. La douleur, c'est de pas comprendre la lecture des messages que la vie nous envoie. Et de les subir. Et de les subir complètement. De plein fouet et moi, tout, j'ai subi. En fait, j'ai été dans le mariage comme on me l'a dit. On m'a dit qu'il fallait se marier, avoir des enfants. Je l'ai fait. Après, c'était une expérience. La banque, c'est vrai que j'étais la première dans ma famille qui était quand même cadre dans une banque. Donc, il faut quand même le dire. C'était un honneur pour moi, pour ma famille. Quand mon père, il m'a dit, écoute, je déblast, comme on dit en arabe, garde ta place. C'est bien, c'est une bonne place et tout. Plusieurs fois, je lui ai dit. Et il a fait son rôle, Et aujourd'hui, je le remercie parce que si j'avais pas vécu l'expérience de la banque, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, ça avait son sens aussi. Sauf que, j'aurais peut-être dû partir plus tôt, dans le sens où effectivement, j'ai eu un problème au genou. J'ai mon genou qui a complètement lâché, 3 mois d'arrät. J'ai commencé à me fabriquer un ulcère. Enfin, j'étais souvent malade, mais j'allais quand même travailler. En fait, c'est pas tant parce qu'il y a des gens qui pourront peut-être écouter cette émission et qui aiment pas là où ils sont actuellement, peut-être au niveau de leur travail. Le tout, c'est peut-être de préparer la transition. Et aussi, et de remercier. De remercier le cheminement jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de mauvais patron, de mauvaise place. Tout est parfait en fait et à sa place. Maintenant, qu'est-ce que moi je choisis ? Est-ce que je reprends ma responsabilité ? Et c'est ce qu'on partage avec les artisans, avec les initiés en vérité saine. C'est ce qu'on partage. Il n'y a pas de coupable. T'essuie pas sur les autres. Maintenant, il n'y a pas de fautif, mais retourne la caméra, reprends ta responsabilité. Est-ce que tu es là où tu veux être ? Est-ce que tu fais ce que tu veux faire ? Est-ce que tu incarnes ce que tu veux incarner ? Si oui, tant mieux. Sinon, explorons. Et c'est ce qu'on s'est proposé avec Anissa. Mais pour le verbaliser comme ça nous a pris du temps. Et c'est pas terminé. On est encore en plein dedans. Mais on le fait au niveau du travail, mais on le fait aussi dans un mariage. Et l'idée, c'est pas de divorcer. L'idée, c'est à un moment donné, combien de couples on accompagne. Oui, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas de quitter votre le travail et tout. Non, pas du tout. Ça se reproduira. Oui, ça se reproduira. D'accord, mais c'est vrai qu'au début, les gens peuvent le comprendre comme ça, en se disant je me suis libéré de toutes mes chaînes. Pas du tout. Pas du tout. Et la notion. Alors déjà, il faut comprendre qu'on n'a jamais été enchaîné. On n'a jamais été enchaîné. Les seules chaînes qu'on a, elles sont dans le mental. Finalement, j'ai changé mon qualificatif puisque nous recevons un couple d'accompagnants. Oui, accompagnants, tout à l'heure c'est peut-être mieux qu'accompagnateur ce matin. Nous avons Anissa, fondatrice des Artisanes, et Géraud qui est créateur de Virilité Saine. Et vous êtes là tous les deux pour écrire un livre que vous avez écrit à 6 mains. L'enfer n'existe pas, c'est vous qui le créez chez Mindset Édition. Voilà, alors Géraud, vous êtes un homme inventeur de concepts. En tout cas, vous en utilisez beaucoup de concepts. Qu'est-ce que vous appelez les bonhommes allumettes ? Bonhomme allumettes. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est Jacques Martel. C'est Jacques Martel qui a créé ça. C'est marrant comme question. Ok. Ça définit bien. Ouais, moi j'aime beaucoup Jacques Martel qui a écrit le grand livre des malaises et maladies. À feuilleter. À feuilleter et à refeuilleter. Nous, il est toujours à la maison et dans tous nos accompagnements, il est toujours à côté de nous. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc Jacques Martel, qui est un écrivain canadien et qui a proposé d'abord une lecture vraiment psychosomatique de la plupart des malaises, maladies, troubles, inconfort, etc. Et il a co-créé, je crois qu'il est avec une psychothérapeute, je crois qu'ils sont 2. Ils ont créé la technique des bonhommes allumettes et pour couper un peu les liens toxiques avec énergétique voilà. Toxique avec une personne. Il y avait Natacha qui est venue il y a quelques semaines, c'est un peu dans le même esprit. Ouais. Exactement. Et en connectant donc les chakras et je trouve ça génial parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent dans ce cas-là je vais prendre le téléphone et dire ces 4 vérités à mon père, à ma femme, à ma mère. Non. Il n'y a pas besoin de faire ça. C'est encore pire. Par contre, tu peux couper. C'est que de l'ego. Tu peux couper effectivement le lien énergétique qui te lie avec cette personne en étant en amour avec elle, en compassion de ce que vous avez vécu ensemble. Peu importe l'histoire, le passé, l'identification que tu peux avoir à tout ce qui s'est passé entre vous. Et là, il y a un début d'apaisement. Sinon, moi, j'ai dû aller m'expliquer avec la tombe de mon père. Et je fais comment ? Il est plus là.
Et j'ai été sur la tombe. Je suis rentré du Japon, j'ai été sur la tombe, m'expliquer avec lui, je suis reparti. Et qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous êtes expliqué avec votre père? Qui m'avait emmerdé. Et que je me suis tué, que j'ai jamais rien dit. Au cimetière? Ah oui, bien sûr. De toute façon, il n'est pas au cimetière. Il n'est pas au cimetière. Enfin, je veux dire. Oui. J'ai été m'expliquer sur avec le lieu où il était. Oui, bien sûr, sur sa tombe. Et j'ai été le voir, j'ai dit, je t'aime, mais tu m'as emmerdé. J'ai pas parlé, j'ai jamais parlé à mon père, en fait, j'ai jamais répondu à mon père. Et au moment où j'étais en capacité de le faire, tout au moins pour échanger avec lui, c'est là où il a perdu la tête et il a commencé à partir. Et d'où, moi, mon travail sur la légitimité pendant X années. Parce que mon père avait 2 femmes, j'étais le fils de la concubine. Double travail sur la légitimité, ce que j'ai travaillé pendant des années et que j'explore encore. Il n'y a pas de choses qui sont réglées, c'est juste des boutons sur lesquels on va appuyer. Et est-ce que ça crée tout ce chamboulement émotionnel à l'intérieur ou est-ce que, tiens, maintenant ça crée juste un petit et ça y est, ça passe. Alors qu'avant, je pouvais partir en implosion, explosion. Explosion si quelqu'un remettait ma légitimité en cause. En fait, le truc des bonhommes allumettes, c'est que c'est un processus de libération émotionnelle. C'est ce qu'on propose justement dans les accompagnements. C'est une porte d'entrée. Parce qu'il y a plein de gens qui font les bonhommes allumettes et ils disent, bon, bah voilà, j'ai pas réglé la situation. C'est parce que c'est une porte d'entrée. Ça peut régler une situation, mais avec par exemple le père de Géraud, il y a eu les bonhommes allumettes, il y a eu tout un travail effectivement d'introspection. On l'a fait venir. Il n'y a pas longtemps, on a encore fait en fait justement un processus de libération grâce à un des protocoles de Natacha, parce que il y avait. Natacha, c'est Calestrémé. Oui, voilà, parce que c'est vrai que je me sens proche, parce que forcément, je pratique beaucoup ces protocoles. La prochaine fois qu'elle viendra, on vous invitera. Avec grand plaisir. Voilà, c'est un honneur de parler de Natacha parce que j'aime beaucoup son travail. Et c'est vrai que ce sont des portes d'entrée de libération émotionnelle, parce que tant que l'émotion n'a pas été libérée, tant qu'il n'a pas dit ce qu'il devait dire à son père qui est décédé, ça reste là. Ça reste dans un non-dit, ça crée des maladies, ça crée aussi de la colère. Et on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que dans notre vie, on va attirer des gens avec qui on va avoir l'opportunité de régler ce qui n'a pas été dit. Et c'est des situations, des schémas, des scénarios qui se représentent encore et encore dans notre vie amoureuse, professionnelle et autres, et qu'on n'arrive pas à régler. Parce qu'il n'a pas dit ce qu'il devait dire à son père. Parce qu'aujourd'hui, il a besoin de légitimité, parce qu'il y avait cette histoire au niveau du transgénérationnel, on en parlait aussi. Vous en parlez d'ailleurs, cette fameuse loi d'attraction. On attire finalement ce que l'on est. Et on s'offre aussi des opportunités à chaque fois d'évoluer, de grandir. Et tout simplement, c'est aussi pour ça que j'ai créé La Vérité Saine, parce que je parle que de moi, ça part de moi, c'est mon histoire et mon cheminement en tant qu'homme. Et je me suis rendu compte que les hommes avec qui je cheminais, que je rencontrais dans ma vie, j'attirais des hommes comme moi. Et jusqu'au moment où je me suis dit, ok, j'étais entre guillemets le diplomate, le mec qu'on vient voir quand ça va pas, j'étais un petit peu le conseiller, mais c'était pas conceptualisé, c'était pas clair. Moi-même, je galérais, j'étais empêtré dans mon histoire. Et d'avoir fait ce cheminement, je me suis dit, ok, je veux proposer ça. Alors justement, c'est un de vos mentors qui vous a amené à ça, non? Au concept de virilité saine? Non, pas vraiment. En fait, j'ai découvert des Américains, donc les Sacred Sons, qui font exactement... Qui font de la PUA, c'est ça? PUA, c'est autre chose. PUA, le pick-up art, ça c'est un passage que j'ai fait pendant quelques mois avec un ami pour comprendre ma peur du rejet. Parce que je me rendais compte que j'avais toujours une peur du rejet. Dans l'art de la séduction. Notamment par rapport aux femmes. Donc j'ai voulu expérimenter ça. J'ai voulu aller voir... est-ce que je pouvais partir de zéro, mais parler avec une inconnue, parler avec une femme, et il me suis rendu compte que plein d'hommes avaient ça aussi en fait. C'est une grosse problématique. Et des hommes qui en apparence ont confiance en eux avaient peur du rejet. Et non, La Vérité Saine, c'est vraiment apparu quand vraiment je me creusais la tête, me dire ok, qu'est-ce que je peux proposer, comment je peux servir, qu'est-ce que je peux offrir comme cadre dans lequel des hommes peuvent venir s'exprimer en toute sécurité et avec aussi un suivi, avec un déroulé du perso et du groupe. Et là, je découvre les Sacred Sons aux États-Unis qui font exactement, moi, ce qui m'a parlé, des cercles d'hommes, des week-ends initiatiques, de l'accompagnement privé. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça. Alors, pourquoi virilité saine et pas masculinité au pluriel saine? Alors, j'ai longtemps réfléchi à ça parce que je voulais... Alors, je déteste le terme virilité, c'est le grand paradoxe. Et pourtant... Parce que là, c'est antinomique, du coup. Exactement. Peut-elle être saine, cette virilité? Alors, en vrai, c'est un oxymore. Et en vrai, la virilité pour moi ne peut pas être saine parce qu'elle est complètement indexée sur la culture, sur d'où vous venez, sur les valeurs locales de ce que doit être un homme. Dans un pays, les hommes qui se tiennent la main, exactement, qui se tiennent la main, c'est viril. En Corée, les hommes se tiennent la main, c'est complètement normal. Et vous faites ça aux États-Unis, on vous regarde, à part si vous êtes dans un endroit LGBT free ou voilà. Mais ça reste quand même l'index, ça reste l'indice de ok, à quel point je suis un homme pour beaucoup d'hommes. Et à partir de là, à partir du moment où on déconstruit, on s'amuse avec ce terme virilité,
Là, on peut parler de masculinité. Et ce que j'adore avec la masculinité, c'est que c'est inclusif. Les masculinités, parce qu'il y a autant de masculinité que d'hommes. Et ça, je trouve ça passionnant. Et alors que la virilité, ça enferme. Et on sait très bien que c'est basé sur à peu près toujours les 3 mêmes grands axes. C'est la performance financière, professionnelle, carriériste. En gros, combien je pèse en termes d'argent. Il y a la performance musculaire, athlétique, l'apparence. On peut le mettre dans tous ces dégradés. Et puis évidemment, la performance sexuelle, de procréation. À quel point je suis... je suis un vrai mâle. Je suis un vrai mâle, je peux procréer, je peux donner du plaisir, etc. Et moi, j'ai appris que je ne savais pas, je connaissais rien en fait à la sexualité, que c'est pas vrai, j'avais appris de façon biaisée et que je savais pas écouter, être disponible pour ma femme. Et ça a été une grosse claque pour mon petit ego là. Alors c'est important d'entendre votre explication parce que évidemment ma question était une fausse question parce que lorsqu'on va sur votre site et quand on vous lit, on sait évidemment que vous parlez des masculinités en réalité, mais il est important de le préciser. Bien sûr. Et je trouve que justement cet oxymore, comme dit Philippe, est intéressant parce que ça pousse notre curiosité, se dire mais comment est-ce qu'on peut finalement connecter deux choses qui sont comme ça aussi antinomiques finalement. Oui, et si j'avais écrit masculinité, j'aurais été mignonné, j'aurais été politiquement correct, c'est gentil. Certains peut-être journalistes auraient kiffé, c'est cool, il fait de la masculinité saine. Mais virilité, je rentre dedans. Et au début, j'ai hésité. C'était clair, il y a eu ce qu'on appelle un point de certitude, c'est ça, c'est virilité saine. Maintenant, est-ce que je vais être capable de l'assumer ? Est-ce que je ne vais pas être non plus dans la justification ? Non, mais moi, je ne suis pas pour la vérité. Non, j'explore les choses, je vais à fond dans le concept. Et pas dans une culpabilisation des hommes, parce que je vois souvent dans... Ceci dit, c'est pas très grave d'être contre la virilité. Oui, tout à fait. Je ne veux même pas être dans le contre, en fait. Non, parce qu'il y a la notion de contre. Ouais, je veux même... Ouais, non, je sais, mais bon, voilà. C'est super important. Les intentions qu'on met derrière les mots. Mais c'est très important, parce que vous parliez tout à l'heure de langage des oiseaux et autres. Nous, on a la certitude que dans nos croyances, un mot, c'est pas juste un mot, c'est une vibration. Il y a une charge. Je parle de langage des oiseaux parce que je fais référence à votre livre. Ah d'accord, ok, parfait. Et à Rumi. Et ça a un sens. C'est pour ça que j'ai parlé du langage des oiseaux. Ok, chouette. Alors la notion du contre, allez-y. La notion du contre, c'est une notion vibratoire, c'est-à-dire qu'un mot, c'est pas juste un mot. Un mot est teinté en fait d'une couleur et d'une vibration. Et c'est vrai que quand je suis dans le contre, et c'est pour ça que Géraud a vraiment bien posé ça, et il n'est pas du tout dans le contre, il accompagne des hommes qui sont souvent en colère, souvent qui ont émotionnellement des choses à aller travailler, mais l'idée... voire même de la colère, de la rancœur envers les femmes. Exactement. Donc l'idée, c'est de les accompagner en fait dans ni ce contre ni ce pour, parce que c'est des éléments binaires. Voilà. Mais le contre, c'est pour ça que souvent, quand on nous appelle pour faire des interviews ou intervenir dans des associations ou entreprises ou autres, on pose toujours la question quel est le pourquoi et qu'est-ce qu'on vient défendre. Moi, on m'a déjà demandé, par exemple, d'aller dans une association contre le cancer, et j'ai dit ok, appelez-moi le jour où vous voulez travailler pour la guérison. C'est ça. Et j'ai des choses à partager sur le cancer parce qu'on a accompagné des gens sur les maladies, justement sur cette notion psychosomatique, libération émotionnelle et autres. Ça a une valeur. Nous, on part du principe qu'on est des êtres humains. Donc il y a la partie être et pas que la partie humaine. Donc c'est une vibration. Et il y a beaucoup de gens qui défendent des causes et en défendant, en fait, ils nourrissent le contre. Et la défense crée l'attaque. En ce moment, je parle beaucoup, je commence à faire des vidéos sur le masculinisme, parce qu'en face du féminisme, il y a un masculinisme qui apparaît, et forcément, à énergie contre, en face, j'attire. Si je me lève, il y a une salle où tout le monde est calme, et que je me lève le poing levé, en mode fâché, mais que je dis rien, je peux être sûr que dans les 10 minutes, il y en a un, il ne saura pas pourquoi, il m'a dit « J'aime pas ton point levé, toi. » Et je vais attirer le contre. Ceci dit, aujourd'hui, en termes de communication, ce qui fonctionne, c'est ce qui est contre. C'est ce qui est en place actuellement, mais c'est pas forcément aujourd'hui. C'est parce qu'il y a de nouvelles et nous on évolue dans des sphères où on est justement ni dans le pour ni dans le contre, on est tout simplement. Et c'est pour ça que Géraud accompagne les hommes et que j'accompagne les femmes. Ça a un sens parce qu'il y a besoin de revenir en fait dans son corps. Il y a besoin de revenir ici et maintenant et définir en fait quel genre de femme je veux être. Qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Et c'est comme ça qu'on a été mentoré. C'est comme ça qu'on a été mentoré à être extrêmement vigilant à notre ego. Nous, notre taf du matin au soir, c'est d'être vigilant, de reconnaître qui parle, qui est je, qui s'exprime là. Est-ce que c'est moi ? Qu'est-ce que je mets derrière moi ? Est-ce que c'est le petit mental ego qui veut avoir raison, qui veut argumenter, qui veut montrer qu'il sait ? Ou est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que quelque chose de plus grand ? Est-ce que je propose quelque chose de plus grand ? Et ça, je l'expérimente beaucoup. Je suis, grâce à Anissa, j'adore TikTok, je m'amuse sur TikTok, je fais beaucoup de live. Et j'ai toujours des hommes, soit ironiques, soit sarcastiques, soit allez, raconte tes conneries, de quoi tu parles. Et il y a toujours un espace où on arrive à se rencontrer. Tant que je rentre pas là où ils veulent me faire rentrer, il y a toujours un espace qui arrive. Et au bout de quelques minutes, je dis bon, en vrai, avec ma femme, ça va pas trop.
Et ça y est, on a dépassé, on a pu enjamber l'ego. Et là, il y a un espace qui s'ouvre et qui est un terrain connu pour tous les deux. Après, j'ai ma boîte à outils, j'ai mes expériences et là, je l'accompagne. Alors, je vais me faire l'avocate du diable. Astaghfirullah al-Azim. Voilà. Dans votre histoire, lorsqu'on lit votre parcours, finalement, on peut se dire, mais Anissa est devenue finalement ce que Géraud a voulu qu'elle soit. Oh, intéressant. J'avais jamais vu ça comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, moi, je lisais pas, j'avais pas de référence intellectuelle et compagnie. Et c'est ce que, quelque part, le Jarreau d'avant, probablement, mais qui est finalement quand même celui d'aujourd'hui aussi, recherchait. Voilà. Et donc, Anissa a œuvré aussi dans sa transformation pour plaire à Jarreau. Jarreau, intéressant. Tu es la deuxième à m'appeler Jarreau. En plus, dans le livre, vous dites qu'effectivement, Jarreau. Tu vas voir ton Jarreau, là. En même temps, j'incarne le personnage. J'ai dit que j'allais jouer l'avocate du diable. On est dedans. C'est une lecture des choses. On peut lire l'histoire de différents prismes. Elle sera toujours personnelle. C'est aussi, ça me fait penser, tu sais, aux chaussettes de Byron Katie. C'est en acceptant l'autre tel qu'il est, qu'elle devient une version qui est juste waouh. Et nous, on l'expérimente avec nos enfants. Oui, mais attends, là, la question, c'est... Attends, parce que je me sens concernée. Et vous n'avez pas répondu. Ah oui, attends, non, je vais pas passer à côté de ça, parce que ça me concerne. De temps en temps, il faut sortir la Bottego, on y va. Non, en fait, le truc, c'est que je pense que Géraud a juste révélé ce que... Tout à l'heure, tu parlais d'autorisation, ce que je ne m'autorisais pas à être, parce qu'en vrai, mon système était dysfonctionnel. Et en fait, je lisais avant que Géraud arrive dans ma vie. C'est juste que il n'y avait pas de livre sur les étagères, etc. Et en plus, je lisais d'une autre façon. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus, comme je suis auditive, maintenant je le sais. J'écoutais plus des livres audio, je me suis beaucoup perfectionnée comme ça. Et Géraud, en fait, m'a permis vraiment aujourd'hui, je peux dire que je vois la vie en couleur. Je la voyais en noir et blanc avant. Je peux dire aujourd'hui, je suis à l'aise dans mes baskets, que je vis la vie sans culpabilité, vraiment. Donc, du coup, dans l'harmonie. Fini les talons fuchsia ? Fini, j'en mets plus parce que ça fait très mal aux pieds, ça abîme les pieds, à son grand désarroi. Hein, parce qu'il adore les talons. Il aime bien quand même. J'en ai Vous voulez qu'on en parle, Géraud ? Au moins garder une paire, je dis garder au moins une paire. Une, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus authentique aujourd'hui et c'est ce que je propose en fait aux femmes, c'est de suivre cette authenticité-là, d'être vraie, d'arrêter de vouloir plaire. Et aujourd'hui, non, je suis pas du tout ce que j'ai. Donc il a été catalyseur. Il a été juste un catalyseur. Ouais, absolument. Oui, on s'est mutuellement créé dans nos vies, on s'est rencontrés. Moi, j'ai pu vraiment être dans une stabilité émotionnelle grâce à elle. Donc vous êtes catalysés mutuellement. Absolument. L'enfer n'existe pas, c'est vous qui le créez. C'est le titre du livre que vous avez écrit. On va citer Julie Dénès, qui a été votre porte-plume et qui est un des personnages du livre. D'ailleurs, c'est chez Mindset Édition. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous voyez et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.